Bonjour à tous, aujourd'hui on attaque quand même un gros morceau. On va s'occuper de tout ce qui a trait à la respiration, à la circulation sanguine et à l'apport en oxygène pour nos organes. Dans un second temps, sur ce cours, on va s'occuper de la mesure de VO2 max, la manière dont ça se passe en laboratoire et quels sont les différents enseignements qu'on peut en tirer. Allez, c'est parti. Alors, notre organisme fonctionne majoritairement grâce à l'oxygène. Cet oxygène qui intervient dans la production d'énergie nécessaire à nos organes, que ce soit le fonctionnement du cœur, que ce soit le fonctionnement de notre système digestif et de notre musculature. C'est d'ailleurs un des principaux facteurs limitants de l'être humain, hein, cet apport en oxygène et cette utilisation par les organes. Le deuxième facteur limitant, ça pourrait être aussi l'élimination de tout le CO2 produit, euh, cette élimination via l'expiration. Alors nous allons nous manger un petit peu d'anatomie descriptive, hein, avec le système respiratoire, toute la partie supérieure, tout ce qui se passe au niveau de notre bouche et de notre cavité nasale. Le larynx, le pharynx qui est le début, l'entrée des voies aériennes, avec l'épiglotte, hein, l'épiglotte vous savez qui nous empêche de faire passer la nourriture, comme on dit, par le mauvais trou, hein, et de finir avec de la nourriture ou du liquide qui partirait vers les poumons. Notre trachée qui permet donc de conduire, de réchauffer l'air que nous inspirons pour l'amener jusqu'aux poumons. Et dans nos poumons, nous avons ce qu'on appelle l'arbre bronchique, d'accord, qui est la subdivision de plus en plus fine euh, de la trachée vers les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires. Il faut garder en tête quand même que la surface respiratoire de nos deux poumons, alors ça varie un petit peu, mais ça correspond à quasiment 100 mètres carrés de surface de contact pour faire entrer l'oxygène dans notre organisme et pour pouvoir faire passer le CO2 vers le milieu extérieur. Le lieu spécifique des échanges gazeux, donc c'est-à-dire la captation de l'oxygène que l'on vient d'inspirer et la libération du CO2 qu'on doit expirer, eh bien le lieu principal, c'est l'alvéole pulmonaire. Cet alvéole pulmonaire est tapissé de vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins vont donc être d'un côté l'artère pulmonaire qui va ramener un sang riche en CO2. Ce sang riche en CO2 provient des différents organes, et notamment de nos muscles lorsqu'on est à l'effort. Et à la sortie de ces alvéoles pulmonaires, et l'ensemble des petits vaisseaux sanguins se rejoignent pour former la veine pulmonaire, qui va permettre donc d'amener du sang riche en oxygène et donc pauvre en CO2 à destination du cœur. Alors vous savez, souvent on dit que les veines sont représentées en bleu et les artères en rouge. Pourquoi en bleu pour les veines? Parce que c'est un sang pauvre en oxygène, donc un sang un petit peu plus bleu. Quand les artères sont censées transporter de manière générale du sang riche en oxygène, donc plutôt de couleur rouge. Mais vous remarquez là que sur la petite vignette que je vous montre, l'artère pulmonaire, elle, pour une fois, est de couleur bleue et la veine pulmonaire de couleur rouge. Pourquoi? Alors pourquoi? Tout simplement parce que cette affaire de couleur rouge-bleu, elle est un petit peu simpliste. Ça marche dans 99% des cas, mais dans le cas de la petite circulation, de la circulation pulmonaire, on est complètement à côté de la plaque. Il vaut mieux garder en tête qu'une artère, c'est un vaisseau sanguin qui rentre dans un organe, et qu'une veine est un vaisseau sanguin qui part d'un organe. Et dans ce sens-là, lorsqu'on regarde de nouveau notre petite vignette, c'est pour ça que l'artère pulmonaire est dessinée en bleu parce qu'elle amène ce sang riche en CO2 auprès des poumons. Et que la veine pulmonaire est dessinée en rouge parce qu'elle repart riche en oxygène à destination du cœur. Et ce cœur, ensuite, on le verra un petit peu plus loin, ce cœur dispatchera ce sang riche en oxygène. Donc attention à ne pas rentrer des fois dans des repères mnémotechniques un petit peu trop simples. Alors on va revenir juste quelques instants sur le processus de la respiration. Euh, Par notre nez, par notre bouche, nous allons aspirer l'air lors de la respiration normale. Et notamment par le nez, cet air il va être purifié et préchauffé avant d'affluer dans la trachée.
Euh, il est d'abord grossièrement filtré par des poils, hein, ça évite de faire entrer de la poussière, du pollen, des bactéries, et tout ça, ça pourrait vraiment gêner nos muqueuses et gêner le fonctionnement de nos poumons. Ensuite, directement après le larynx et le pharynx, nous avons la trachée donc, qui descend jusqu'au poumon. C'est un conduit qui mesure une douzaine de centimètres et qui est recouvert d'une muqueuse. Cette muqueuse est là aussi pour protéger les poumons parce qu'elle va capter cette fois-ci les grosses poussières. Ensuite, donc, nous avons les poumons qui sont vraiment dans la cavité thoracique, à gauche et à droite, bien protégés par les côtes, bien séparés du cœur et des autres organes par le médiastin. Les poumons, c'est vraiment un organe très souple, spongieux, extensible. D'ailleurs, lorsque le bébé naît, eh bien, les poumons, d'un seul coup, s'ouvrent, hein, un peu comme si on soufflait dans un ballon de baudruche. À proximité de nos poumons, notre trachée se divise donc en deux branches, hein, pour entrer dans le poumon droit, dans le poumon gauche. Pardon. À partir de ce moment-là, on ne parle plus de trachée, mais on parle de bronches. Et ces bronches vont n'avoir de cesse que de se diviser en segments de plus en plus fins, en passant par la bronchiole, qui va se terminer à l'étage le plus petit, qui est le 22e étage de division de la bronche, qui est l'alvéole pulmonaire, qui permet donc les échanges gazeux avec l'extérieur et avec le milieu intérieur. Dans le poumon, on parle vraiment de ce qu'on appelle un arbre bronchique, c'est-à-dire que c'est vraiment le tronc, la trachée, qui se divise en deux grosses branches, les bronches, qui se divisent en branches un petit peu plus fines, et de plus en plus fines, et de plus en plus fines. Et en fin de compte, les alvéoles pulmonaires, ce serait quasiment les feuilles sur un arbre. Mais on emploie vraiment le terme d'arbre bronchique. Les deux poumons contiennent à peu près 300 millions de ces petites feuilles que sont les alvéoles pulmonaires. Ces alvéoles, on le verra un petit peu plus loin, sont entourés de vaisseaux sanguins très fins, le réseau capillaire. Et à travers cette membrane extrêmement fine, l'oxygène inspiré parvient dans le sang, et dans le sens inverse, le dioxyde de carbone, le CO2, quitte le sang pour rejoindre les alvéoles et remonter vers l'extérieur au moment de la respiration. Tiens, d'ailleurs, on va rentrer un petit peu plus précisément dans le phénomène de la respiration. Donc la respiration, par nos mouvements respiratoires, nous remplissons nos poumons d'air, nous rejetons le CO2. Voilà, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois. Lors de l'inspiration, les muscles intercostaux se contractent et soulèvent les côtes et donnent un petit peu plus de place pour le remplissage des poumons. Le diaphragme aussi se tend. Ces deux mouvements donc augmentent le volume de la cage thoracique. Pour l'expiration, on a un peu deux modes de fonctionnement. Soit on a une expiration au repos, qui est plutôt un phénomène passif, qui est dû au relâchement des muscles intercostaux et du diaphragme, et c'est le poids des côtes et du sternum qui va appuyer sur les poumons, qui va faire que on vide les poumons et on expire. Dans un second mode de fonctionnement, on peut avoir donc une expiration qui est forcée, c'est un peu l'expiration que nous avons à l'effort, où nos abdominaux rentrent en fonction et vont appuyer sur nos viscères, sur notre estomac. On va les faire remonter vers le haut. Ça va donc impacter la forme du diaphragme et tout ça va pousser, va appuyer sur le bas des poumons et permettre de vraiment vider complètement, mais de manière active, ces poumons pour une expiration. Cette respiration qui s'adapte à l'intensité de l'effort nous permet d'avoir un débit ventilatoire qui évolue, qui évolue de 4 litres, 5 litres lorsque nous dormons, 6-7 litres là si vous écoutez cette vidéo. Il faut quand même un petit peu d'énergie pour votre cerveau pour assimiler les données que je vous donne. Mais à l'effort maximal, on va aller bien au-delà. On sait avec des tests de VO2 max, on en parlera un petit peu plus loin, avec des échangeurs gazeux, que un sédentaire ou un sportif plutôt orienté sport de force, donc qui ne développe pas forcément ses qualités aérobie et l'efficience de sa respiration, eh ben on sait que ces personnes-là, à l'effort maximal, vont inspirer à peu près 100 à 120 litres d'air par minute. Par contre, pour les sportifs d'endurance, on peut aller bien au-delà de ça et on va se rapprocher des 200 litres par minute. Donc il y aura d'un côté une augmentation, l'adaptation de notre respiration passe par une augmentation du volume inspiré et expiré. Donc par exemple tout à l'heure on a parlé de l'expiration forcée. Mais d'un autre côté, il y a aussi une augmentation du rythme ventilatoire. On va respirer de manière plus rapide
à l'effort. Nous allons rentrer un petit peu plus dans de la physio pure et on va parler de la diffusion alvéolo-capillaire. C'est-à-dire tout simplement comment on fait rentrer de l'oxygène dans notre organisme, du milieu extérieur vers l'intérieur de l'organisme et comment on recrache du CO2 vers le milieu extérieur. Il se passe beaucoup de choses au point de contact entre l'alvéole et le capillaire sanguin. Il y a une membrane qu'on appelle la membrane alvéolo-capillaire qui est très très fine et qui va permettre la diffusion de différentes choses. Là, en l'occurrence, on va s'occuper de l'O2 et du CO2. Et il y a un principe de fonctionnement dans notre organisme, c'est la diffusion des produits des hautes vers les basses pressions. C'est-à-dire que notre organisme est assez bien fait. Les zones où il y a de fortes quantités de quelque chose, alors là on parle de l'oxygène ou du CO2, mais ça pourrait être du sucre, ça pourrait être des graisses, ça pourrait être des minéraux, eh bien les zones où il y a une forte concentration vont être très généreuses et vont donner aux zones où il y a peu de stock, où il y a une concentration donc plus faible. Et donc c'est vraiment ce qui se passe. Lorsque j'inspire, je remplis mes poumons d'oxygène et j'ai au contact de mon alvéole une artère pulmonaire avec très peu d'oxygène. Donc il va y avoir une diffusion de cet oxygène de l'endroit où il y a beaucoup d'oxygène vers l'endroit où il y a peu d'oxygène. Inversement, mon artère pulmonaire, donc, qui est pleine de CO2, va donner du CO2 à l'endroit où il y en a le moins, c'est-à-dire dans l'alvéole pulmonaire, pour que ce soit rejeté vers l'extérieur. Donc on parle de diffusion alvéolo-capillaire. Et bien sûr, la pression que nous allons mettre sur l'oxygène et sur le CO2, de part, alors il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Est-ce que c'est une inspiration et une expiration forcée? Et par exemple, l'altitude fait que ça facilite ou ça limite la diffusion de l'oxygène et la diffusion du CO2 dans l'organisme et vers le milieu extérieur. Notre oxygène est entré dans le sang, maintenant il va falloir le transporter. Son petit wagonnet, son moyen de transport, c'est le globule rouge. Alors, le globule rouge, alors on appelle ça aussi un érythrocyte, un peu une forme de disque, assez souple, comme ça peut vraiment se faufiler dans des vaisseaux sanguins très fins et amener l'oxygène au plus profond de chaque organe. Pour pour tenir notre molécule d'oxygène sur notre globule rouge, il y a une molécule de fer qui un peu fait office de scratch ou de scotch double face et permet ainsi donc de conserver notre molécule d'oxygène accrochée à l'érythrocyte. Et là, on peut revenir à notre moyen mnémotechnique que je disais un petit peu simpliste, mais notre sang artériel qui va rentrer dans les organes, on pourra le figurer en rouge parce qu'il sera riche en oxygène, et notre sang veineux, donc qui sera pauvre en oxygène, on pourra de nouveau le figurer en bleu. Mais c'est vraiment voilà, le seul moment où on pourra avoir ce repère-là. Et donc ce sang riche en oxygène peut rejoindre la pompe cardiaque qui va le dispatcher à l'ensemble des organes, le cerveau, le système digestif, le muscle cardiaque en lui-même, il a besoin d'oxygène pour pouvoir fonctionner, et donc nos muscles en mouvement. On parle de petite circulation pour tout le système circulatoire tournant entre le cœur et les poumons uniquement. Là maintenant, on va parler de la grande circulation, c'est-à-dire la circulation qui part du cœur à destination de l'ensemble des autres organes du corps humain. Nous allons quand même passer quelques instants pour expliquer un peu le fonctionnement cardiaque. Le cœur, lui, fonctionne en deux moments clés bien distincts. La diastole, qui est le relâchement du muscle cardiaque qui permet son remplissage, et notamment le remplissage dans un premier temps de l'oreillette, les deux petites cavités un petit peu en forme de goutte d'eau supérieure, d'accord, qu'on a sur le haut du cœur. Et une fois que ces cavités sont pleines, il va y avoir remplissage des ventricules, donc les deux cavités inférieures du cœur. Une fois que ces différentes cavités sont pleines de sang riche en oxygène, il y aura une mise en pression progressive du cœur, en partant par le haut et en redescendant jusqu'en bas du cœur. On appelle ça la systole. Mise en pression de l'oreillette, contraction du ventricule qui va permettre donc d'éjecter ce sang à destination de l'ensemble des organes du corps humain vers les poumons pour la petite circulation, et donc ensuite, comme je vous l'ai expliqué, tous les organes comme le cerveau, système digestif et les muscles pour la grande circulation. Comme pour la respiration qui s'adapte à l'effort que nous faisons, est-ce que nous dormons
et nous avons besoin de 4 litres d'air par minute, ou est-ce que nous faisons un effort maximal où on a besoin de plus de 100 litres d'air par minute, eh bien, notre cœur, lui aussi, s'adapte en continu à l'intensité de l'exercice. Est-ce que je suis assis? Est-ce que je suis en train de marcher, monter des escaliers? Est-ce que je suis en train de courir? Est-ce que je suis en train de faire un test de VO2 max? Eh bien, ça s'adapte en continu pour adapter le débit cardiaque, c'est-à-dire la quantité de sang que les ventricules éjectent chaque minute. Et de la même manière que le poumon on pouvait utiliser un plus gros volume respiratoire du poumon et on pouvait augmenter le rythme respiratoire, et bien de la même manière, le cœur, lui, va pouvoir se gonfler un petit peu plus pour faire rentrer plus de sang et donc en éjecter une plus grande quantité parce que l'effort le demande. C'est l'augmentation du volume d'éjection systolique, le VES, volume d'éjection systolique. Et en parallèle, nous pouvons aussi augmenter la fréquence cardiaque, c'est-à-dire demander à notre cœur de pomper, d'éjecter de manière plus rapide du sang dans notre organisme. Et donc le moyen d'augmenter le débit cardiaque, c'est en parallèle l'augmentation du volume d'éjection systolique et l'augmentation de la fréquence cardiaque. Cette adaptation du débit cardiaque et du débit ventilatoire se fait en continu dès le début de l'effort, mais se fait même, vous allez vous lever de votre chaise, vous allez aller chercher une bouteille d'eau, boire un coup, revenir vous asseoir, vous avez fait un petit effort physique qui va demander une adaptation de la quantité d'énergie à mettre à disposition à nos différents organes. Et donc cette adaptation se fait en continu. Lorsqu'on est à l'échauffement, eh bien, cette sensation d'essoufflement sur les premières minutes, et si on a un cardiofréquencemètre, cette visualisation sur la montre que notre fréquence cardiaque a augmenté, mais même très haute par rapport à l'intensité relative de l'effort, c'est tout simplement le temps un petit peu incompressible qu'il faut à notre organisme pour s'adapter. Nous avons des récepteurs, notamment dans les carotides à la base du cou, qu'on appelle des barorécepteurs carotidiens, qui vont se rendre compte qu'il y a une demande en oxygène plus importante, une demande en nutriments plus importante, et qu'il va falloir générer des petits appels du pied au niveau de la respiration. Augmente-toi, respire plus fort, plus vite, et au niveau du cœur, bats plus fort, plus vite, pour que nos deux filières énergétiques anaérobie ne soient pas dans l'obligation de fonctionner en continu, ce qu'elles ne peuvent pas vraiment. Et vite, toi la filière aérobie, la filière utilisant l'oxygène, mets-toi en marche pour permettre le maintien de l'effort et de l'intensité sur une longue durée. Alors cette adaptation de l'apport en oxygène et en parallèle aussi en nutriments, et cette adaptation sur le fait de recracher du CO2, elle va jusqu'à un certain point. Ce certain point, vous le connaissez bien, cette consommation maximale d'oxygène qu'on appelle VO2 max, volume maximal d'oxygène qu'on est capable de faire rentrer et d'utiliser sur un effort maximal. Donc là, nous allons rentrer un petit peu plus dans des choses que vous connaissez en tant que sportif ou en tant qu'entraîneur. Donc c'est VO2 max. VO2 max, donc je vous l'ai expliqué, c'est la consommation maximale d'oxygène, alors par unité de temps. Et lorsque c'est en fin de compte la butée maximale de fonctionnement de notre filière aérobie, de notre fonctionnement respiratoire et de notre fonctionnement cardiaque. Si on veut poursuivre l'effort, les filières anaérobies vont venir donner un sérieux coup de main, ou alors on va être obligé de baisser, voire même d'arrêter notre effort pour récupérer, pour payer notre dette en oxygène. Je pense que vous êtes nombreux à avoir déjà fait un test de VO2, alors soit un test direct en laboratoire, soit un test de mesure indirecte, par exemple avec le test navette ou le Vameval ou le VOSNA, qui permet une expression, alors notamment chez le coureur à pied, une expression de VO2 par rapport à la VMA. Pour info, alors ça vaut ce que ça vaut. Chez moi, personnellement, ça marchait plutôt pas mal. Normalement, vous prenez VMA, vous multipliez votre VMA par 3,5, ça vous donne une estimation de votre VO2. C'est très très basique, mais ça permet de hiérarchiser un groupe de sportifs que vous évaluez. Lorsque vous évaluez un sportif en laboratoire, alors ça se fait
sur tapis, ça peut se faire sur vélo, mais plus ça va, plus on est capable aujourd'hui de mettre en place des tests de VO2 qui ressemblent vraiment à l'activité physique. Et là, par exemple, là, je vous présente un test de VO2 qui est fait pour une biathlète ou une skieuse nordique. Donc, elle est avec des skis roues, elle est sur un tapis roulant. On va lui mettre une pente de plus en plus forte, une vitesse sur le tapis de plus en plus forte, et on va mesurer les échanges gazeux pour pouvoir évaluer VO2 max. Alors, techniquement, comment fonctionne un test de VO2? Vous avez votre sportif que vous allez mettre alors, sur un rameur, sur un tapis de course, sur un vélo. Vous allez l'équiper avec un masque. Ce masque va être relié donc, à une unité centrale qui va permettre de mesurer les débits ventilatoires, la quantité d'air que vous faites rentrer dans votre organisme et que vous recrachez, mais aussi la quantité précise d'oxygène que vous inspirez et la quantité d'oxygène que vous expirez. Il y a le même système de mesure pour le CO2. En complément, le sportif, alors soit il est équipé d'une simple ceinture cardiofréquence-mètre pour avoir l'évolution cardiaque durant le test d'effort, soit il est équipé vraiment d'électrodes pour faire un électrocardiogramme. Mais dans tous les cas, le but du jeu, c'est d'avoir une image précise de l'augmentation de la fréquence cardiaque et donc définir la fréquence cardiaque maximale. En complément à l'arrêt du test, on pourra aussi voir un peu la cinétique de la récupération, à quelle vitesse baisse la fréquence cardiaque. Et enfin, il y a une mesure de la lactatémie, donc du taux de lactate sanguin. Par une mesure, on fait des petites piqûres soit dans le bout du doigt, soit dans le lobe de l'oreille. Ainsi, on pourra définir les seuils ventilatoires, SV1, le seuil aérobie, SV2, seuil anaérobie. On pourra avoir vraiment l'image de l'augmentation progressive puis exponentielle du lactate au fur et à mesure que l'intensité du test est importante. Voici l'expression mathématique, la décomposition mathématique de VO2 max. VO2 max, c'est un rapport entre le débit cardiaque et la différence artério-veineuse en oxygène. Le débit cardiaque, on sait que c'est le volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque. Différence artério-veineuse en oxygène, c'est vraiment ce qu'on mesure avec le masque que le sportif a sur le visage. On mesure ce qui rentre en quantité d'oxygène et ce que nous allons recracher. Bien sûr, il y a une différence. Cette différence de quantité d'oxygène, c'est tout simplement que ça a été utilisé par notre organisme durant le test. Alors, il y a différents protocoles pour évaluer VO2 max. Par exemple, en cyclisme, le protocole qu'on utilise sont des paliers par exemple, de 30 watts. Le cycliste doit faire augmenter la puissance qu'il développe sur le pédalier de 30 watts régulièrement. Chez le coureur à pied, ça rejoint les tests qu'on fait sur piste d'athlétisme, le Vameval, le Vosna. Et donc, on va amener le sportif jusqu'à l'épuisement. Deux, trois petites choses à préciser. Comme on mesure la consommation d'oxygène et la fréquence cardiaque en continu, on va se rendre compte vers la fin du test qu'il y a ce qu'on appelle un plateau. Et ce plateau, en fin de compte, correspond tout à fait au moment où le cœur ne peut pas monter plus haut et où l'organisme ne peut pas venir piocher plus d'oxygène. En fait, ce plateau, c'est vraiment l'expression du fonctionnement anaérobie de nos muscles, de l'organisme, durant l'effort, parce qu'on ne peut pas amener plus d'oxygène. Et le plateau pourra durer d'autant plus longtemps que le sportif a des grandes capacités anaérobie. Et en fait, il faut bien garder à l'esprit que la définition de VO2 ne se fera pas à l'arrêt effectif du test parce que vous êtes épuisé, mais au début du plateau. Et donc, il faudra bien faire la différence entre la vitesse à VO2 max et par exemple une VMA, ou pour un cycliste, la puissance atteinte à VO2 max et la PMA. Parce qu'encore une fois, vu que vous pouvez poursuivre votre effort grâce à la filière anaérobie, eh bien vous pouvez continuer à avancer dans le protocole de test et continuer à améliorer votre puissance ou votre vitesse maximale aérobie. Il faut donc bien faire attention lorsqu'on fait un test d'évaluation comme un test de Vameval, c'est vraiment une évaluation indirecte de VO2 max. Et tout à l'heure, je vous expliquais qu'on pouvait obtenir une estimation de VO2 en multipliant la VMA par 3,5 et que pour moi, ça fonctionnait très bien. Tout simplement parce que moi, et j'en suis conscient, j'ai des capacités anaérobie très faibles. Donc il faut bien prendre ça avec des pincettes et faire très attention au profil du sportif, à l'activité physique qu'il fait. Si c'est un sportif qui a des capacités anaérobie très importantes, le VMA par 3,5 sera complètement faux et le test hospitalier sera nécessaire. Pour conclure ce cours, alors qui est un petit peu long, mais moi je trouve ça tellement passionnant, je pourrais en faire des heures. Pour conclure, plus vous êtes entraîné, plus votre différence artério-veineuse en oxygène va augmenter. C'est-à-dire que vous serez capable de faire entrer une grande quantité d'oxygène dans votre organisme, mais vous serez aussi capable de l'utiliser, cet oxygène.
De la même manière, votre fréquence cardiaque de repos va baisser. Votre fréquence cardiaque maximale va augmenter. Donc on va et d'un côté augmenter la cylindrée de votre moteur, mais en plus on va le rendre plus efficient. Tout ça pourquoi? Parce que votre volume d'éjection systolique va augmenter, votre cœur va se muscler. Donc là on rentre sur des modifications, des adaptations à l'effort qui sont sur du long terme. Eh bien, nous allons conclure ce cours. J'espère que je vous aurai apporté 2-3 billes. Si vous avez des questions, vous les posez juste en dessous en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube d'Azure Performance parce que comme ça, ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque mise en ligne de nouvelles vidéos. Enfin, bien sûr, pensez à partager cette vidéo. Ça peut toujours servir à vos collègues entraîneurs ou à vos sportifs. Passez une bonne fin de journée. Ciao tout le monde!